Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast spécial Roland-Garros. Ça y est, je l'ai retrouvé, il est arrivé à Paris depuis ce vendredi matin, en pleine forme. Philippe Dehaze est avec nous aujourd'hui et il n'est pas venu seul, il m'a amené un ami, un autre coach du circuit WTA. Je vous laisse la surprise un tout petit peu plus tard dans ce podcast. Merci d'être au rendez-vous, je serai finalement à Roland-Garros jusqu'à mardi pour suivre les joueurs et joueuses belges. Mon accréditation a été prolongée, ça c'est la bonne nouvelle. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, parce que je vous fais vivre chaque jour le tournoi au mieux à travers des petites stories pour que vous ayez l'impression d'être vous aussi dans les allées et sur les cours de la Porte d'Auteuil. Phil, je pense que c'est l'heure de se pencher sur les tableaux et de décortiquer cette édition 2024 de Roland-Garros. C'est parti. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Ça y est, il est arrivé à Paris ce matin en pleine forme. Et on s'est posé là sous le Suzanne Lenglen. C'est pour ça que vous entendez un peu de vent. Salut Philippe. Salut Christelle. Ça va? En pleine forme. Tu m'amènes un invité comme ça, surprise. J'étais pas au courant. Tu peux me présenter ton ami que tu Je vais m'amènes. te laisser présenter nos invités comme tu as l'habitude de le faire, mais c'est avant tout un ami. Un coach très compétent, tu vas présenter un peu son expérience et je trouvais ça une opportunité intéressante d'avoir toujours l'avis d'un expert finalement pour avoir un peu son point de vue sur le tirage au sort, sur le tennis français, sur le tennis belge, parce qu'il a de l'expérience aussi avec notamment Isaline Bonaventure, donc Hugo a plein de choses intéressantes, il a vécu plein de choses intéressantes et ce sera très chouette d'avoir son expertise. Voilà, Hugo, donc on a levé un petit coin du voile, mais notre invité c'est donc Hugo Guerriero, coach sur le circuit depuis de longues années. Il a d'abord coaché Isaline Bonaventure, ensuite chez les garçons il a aussi coaché Elliot Benchetrit le français, Antoine Hoang, Jacqueline Christiane la roumaine, et puis maintenant il est le coach de Clara Burel, 43e mondiale, donc une référence sur le circuit. Merci beaucoup Hugo d'avoir accepté l'invitation de Philippe. Merci à vous, bonsoir. Et puis la mienne par la même occasion. Avec grand plaisir. Le but aujourd'hui c'est de parler un petit peu des tirages que je suppose vous avez tous les deux dû suivre hier, et donc de papoter un petit peu. Alors on a essayé d'aller se chercher une bière pour être encore plus cool, mais malheureusement la pompe à bière est, je ne sais pas si elle est vide ou si il est trop tard, parce qu'il est quand même 19h24 et je viens de sortir de la conférence de presse de Zizou Bergs qui a gagné son 3e tour face au français Mathias Bourg, 6-2, 7-6, un match énorme avec une grosse ambiance sur le cours Suzanne Lenglen. On a entendu la Marseillaise retentir, donc c'est qu'il y avait de l'ambiance. Et donc voilà, je viens de quitter Zizou, je vous diffuserai le son de ce qu'il nous a raconté pour cette première qualification dans le tableau final du Zizou Bergs. Tu le connais un petit peu ce joueur Hugo? Ouais, Zizou, j'ai eu l'occasion de le côtoyer un petit peu quand j'étais en Belgique avec Isaline. On se croisait notamment à Wilrijk pour les stages de décembre là, avec les équipes masculines aussi. C'est un super garçon, je trouve qu'il a vraiment un beau tennis. Ça fait un moment que je pense qu'il n'est pas loin de rentrer dans les 100 et j'espère pour lui que je ne sais pas où il en est exactement. Je suis un petit peu moins le classement des garçons ces derniers temps, mais il ne doit pas être très loin et il a tout ce qu'il faut. Voilà. À un moment de rentrer ici à Roland. Donc je pense que c'est une première étape intéressante pour lui qui va franchir dans les prochaines semaines. Il a le niveau de jeu, ça c'est incontestable. Il prend en maturité chaque semaine, on le sent en ce moment. Donc non, très content pour Zizou, malgré le fait qu'il ait battu un Français et que je le sois aussi, voilà, mais très content pour Zizou, c'est un bon mec et surtout j'ai vu une ambiance incroyable en qualif sur ce Suzanne Lenglen. Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ouvert ce cours aussi pour les qualifications. Voilà, Zizou, super match aujourd'hui. Ça c'est un vrai changement ici, hein. Tu le disais Hugo, mais avant les gros cours n'étaient pas accessible pour les joueurs de qualif, parce qu'on sait, souvent on le rappelle Christelle, que quand tu es qualifié dans un tournoi, t'es pas pestiféré, mais enfin t'es pas vraiment considéré comme un joueur non plus. Et là ça s'ouvre, le terrain s'ouvre, il y a du monde, et franchement pour les gens qui viennent assister au qualif, c'est vraiment agréable parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde dans les allées et il y a des magnifiques matchs, le niveau est incroyable, il y a un peu plus de place, un peu plus d'air. Et c'est vraiment une ambiance et une atmosphère qui est fantastique. C'est beaucoup moins cher aussi. Et donc c'est 25 €. Donc il faut vraiment que les gens y pensent
pense à ça, pense à venir voir les qualifs de Grand Chelem. Alors pour le coup, pas beaucoup de monde. Donc Amélie Moraison avait annoncé en conférence de presse qu'elle voulait 75 000 personnes. Oui, excuse-moi Hugo, 75 000. Ça y est, je maîtrise maintenant. Au début c'était dur, mais maintenant ça y est, je les ai ceux-là. Elle s'était fixée comme objectif d'atteindre ce chiffre-là pour l'Opening Week, et c'est pour ça qu'ils ont ouvert le Langlen pour la première fois. Mais là, j'ai vu un monde, j'avais l'impression d'être en première semaine, toute la semaine, c'était dingue. Oui, et puis pour les joueurs de qualif aussi, ils ont quand même rarement l'opportunité de jouer ces grands terrains. Quand je dis rarement, c'est presque jamais. Eh bien, le fait de le faire, c'est aussi, je trouve, une belle reconnaissance pour des joueurs qui galèrent un peu plus, qui ont, comme je le disais, pas toujours cette reconnaissance qu'ils devraient avoir, et vivre ça. Pour eux, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est clair. Merci Amélie. Merci Amélie. Par contre, pour les Français, ça n'a pas été une grande semaine. Je crois qu'ils étaient 40 au départ pour les qualifs. Et au final, il y a Léolia Jean-Jean et Grégoire Barrère qui sont les deux seuls qualifiés. Pas facile, c'est un petit peu tous les ans la même interrogation. Combien de Français vont briller à Roland-Garros? On entend beaucoup ça, c'est un sujet en France qui revient beaucoup dans la presse, dans les médias. On a toujours un petit peu ce souci-là. Je crois que le niveau est très très relevé maintenant pour voir et en discuter avec des garçons qui ont été dans le top 50 avant et qui maintenant sont au-delà de la 150e, 200e place, comme Pierre-Hugues Herbert par exemple, Quentin Alice maintenant qui est redescendu un petit peu aux alentours de 170, 180. Voilà, ils me disent que les mecs jouent tous très bien, ils servent à 220, ils se battent jusqu'au bout tous. Maintenant il y a tellement d'argent dans les tableaux de Grand Chelem que tous les joueurs de Challenger ont vraiment envie, je pense, de passer le cap encore plus qu'avant. Voilà, je trouve que le niveau global est incroyable. Là on a vu des matchs en qualification, Schwartzmann, Alice, 7-6 au 3e sur un Lenglen où ça chantait la Marseillaise à chaque changement de côté. C'est des ambiances incroyables et c'est surtout le niveau est très très relevé. Ça pourrait être un premier tour de tableau, deuxième tour de tableau facilement. Mais Hugo, tout à l'heure tu me donnais les chiffres des bénéfices du tournoi ici. Tu peux me les rappeler parce que je retiens pas les chiffres. Ouais, on est sur plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, et ça, c'est chaque année, tu vois. Et comment tu expliques, toi, que la FFT, la Fédération Française de Tennis, n'est pas capable de améliorer son niveau de formation pour arriver à quand même proposer un niveau bien supérieur, parce que la stat elle est effrayante. 40 joueurs et il y en a finalement 2 qui s'en sortent. Chaque année tu dis le constat est le même. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La FFT c'est un robinet, c'est un puits sans fond. Il y a énormément de budget, les infrastructures sont hallucinantes, il y a des compétitions, tu peux presque rester en France, enfin monter dans les 100 et rester en France. Comment tu expliques ça? Ça aussi c'est quelque chose qui revient énormément. Moi à l'époque qui m'agaçait énormément quand on parlait de Gilles Simon, Joe Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet qui se faisaient détruire dans la presse. On disait pourquoi on n'a pas un vainqueur de Grand Chelem en France avec les moyens qu'on a, avec tout ça. Moi je voulais toujours rappeler que ces mecs-là avaient eu des carrières qui étaient exceptionnelles. Maintenant là la question que tu me poses elle est un petit peu différente. C'est par rapport aux moyens de la fédération. Voilà, on a la chance d'avoir un Grand Chelem dans notre pays évidemment qui est une source de revenus qui est incroyable. Est-ce qu'on peut faire un lien direct entre ça et la qualité des joueurs qu'on va former? Certainement. Je pense qu'ils essayent de faire des choses. Je sais qu'Ivan Ljubicic occupe maintenant un poste à la Fédé où il essaye d'apporter un petit peu son expertise. Je ne suis pas certain que ça change entre guillemets la donne pour le moment. Je pense qu'il faut reprendre un petit peu les choses à la base, repartir sur un cycle de 10-15 ans, essayer de faire différemment. Je trouve que d'intégrer les coachs privés comme ils le font en Italie justement serait pas une mauvaise idée. Je dis pas ça parce que j'en suis un évidemment, mais voilà, je crois que c'est quelque chose de bien. Il faut penser aux joueurs avant tout. Il y a peut-être quelque chose à reprendre. Te dire quoi comme ça, c'est pas évident. Mais voilà, je crois qu'on est quand même une nation de tennis. On a beaucoup de joueurs, même si là évidemment sur ce Roland-Garros, on regarde les chiffres pour l'instant, les qualifs, ça a été difficile en qualif pour les Bleus. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs dans les 200, dans les 250. On est quand même bien représentés. Maintenant, qu'est-ce qui ferait selon toi dire que le tennis français est en pleine réussite? Je sais pas. C'est une vraie question. Il y a un vrai débat par rapport à tout ça, c'est difficile à dire. Oui, parce qu'il y a une filière de formation, j'imagine, qui est très stricte et des étapes qui doivent être suivies par toutes les ligues en France, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y a la filière un petit peu classique avec les Krebs à l'âge de, je crois, 12, 13, 14 ans. Donc, qui est un à Saint-Raphaël, à Boulouris dans le sud, et un autre à Poitiers, un petit peu plus dans le nord-ouest.
Ensuite, il y avait l'INSEP à Paris où on suivait ce cursus-là, puis le Centre national d'entraînement. Je crois qu'ils ont arrêté l'INSEP maintenant. Et là, ils ont repris un groupe de joueurs qui est dirigé par Eric Winogradsky. Il y a une dizaine de joueurs, dont Mathias Bourg d'ailleurs, avec Lucas Pouille, Fiona Ferro. Ils essayent de faire des choses un petit peu différentes. Il faut laisser du temps et voir. Alors on va débriefer, on va décrypter un petit peu le tableau, le tirage au sort qui a eu lieu jeudi. Nous voilà donc à 2 jours du coup d'envoi de Roland-Garros et entre l'incertitude sur l'état de forme de Rafa Nadal, les doutes semés par Novak Djokovic ces dernières semaines et les outsiders qui se multiplient, bien malin sera celui qui pourra donner un pronostic dans ce tableau masculin. Bon, évidemment, dans le haut du tableau, Philippe, Hugo, le match que personne ne voudra manquer, c'est ce Nadal-Zverev du premier tour, le remake de cette dramatique demi-finale de 2022 de laquelle Zverev était sorti en béquille. Quel tirage pour Rafa. Merci Marie-Josée Pérec. En tout cas, il n'a pas dû être ravi. Rafa est classé à la 237e place mondiale. Il bénéficie d'un classement protégé aujourd'hui. Zverev, lui, vient de remporter le Masters 1000 de Rome en battant Nicolas Jarry en finale. Il a fait un super tournoi. Il a montré de très belles choses, l'Allemand. C'est peut-être lui qui joue le mieux sur Terre pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Zverev est clairement un des favoris. Moi j'ai eu l'occasion de commenter les demi-finales et les finales de Rome et le niveau de jeu proposé par Zverev est hallucinant, notamment sur son jeu de service. Je crois qu'en finale il gagne de mémoire 35 points sur 38 après sa première balle de service. Je crois que les 7 ou 8 premiers jeux il fait que des jeux blancs. Il est vraiment très très impressionnant. C'est vraiment la faute à pas de chance pour Nadal. Alors c'est bien de le rappeler pour que les gens comprennent en fait qu'il y a des têtes de série dans les grands chelems, enfin dans tous les tournois, et que donc les têtes de série, les 32 meilleurs classés sont protégés sur le premier tour. Donc en général c'est pour ça qu'il n'y a pas des gros tours comme ça sur le premier tour, mais comme tu l'as dit, Nadal est maintenant 250 à l'ATP, 237. Il n'a plus ce statut qui le protège d'un joueur qui est bien classé. Et donc on a ce fameux Zverev-Nadal qui est quand même vraiment interpellant. Moi je me suis fait la réflexion, ce sera probablement le dernier Roland-Garros de Nadal et il va expérimenter la vie des non-têtes de série et du mauvais tirage au sort parce qu'effectivement ça ne lui est jamais arrivé. Maintenant pour en revenir sur les qualités intrinsèques de terrien de Zverev, c'est sûr qu'il a tout pour gagner le tournoi. Pour rappel, lors de cette fameuse demi-finale en 2020, il domine Nadal, il est quand même clairement au-dessus. Je veux dire, s'il ne se blesse pas, on n'aurait pas été surpris de le voir gagner ce match-là. Donc c'est un très mauvais tirage, surtout pour Nadal. Et pour revenir à ce que tu expliquais, peut-être Hugo, tu pourras me donner une réponse ou pas. J'ai entendu en salle de presse vaguement qu'on aurait pu donner un statut de tête de série à Rafael Nadal, que ça s'était déjà fait par le passé dans d'autres tournois du Grand Chelem, notamment avec Norrie. À Wimbledon, ils le font de temps en temps. À Roland-Garros, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je sais qu'à Wimbledon, ils peuvent accorder ce statut-là, oui. Okay. Je suis pas certain que ça ait déjà été le cas à Roland-Garros. C'est vrai qu'à Wimbledon, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Ils ne tiennent pas forcément compte du ranking ou de qui a gagné le tournoi l'année dernière, mais on aurait pu le faire. C'est vrai que c'est un tour très dur pour Rafa. Maintenant, c'est ce qu'on entend beaucoup depuis quelques jours. Moi je prends un peu le truc à l'envers quand j'y pense. Je me dis, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ce serait pas le pire premier tour possible pour Zverev? Parce que personne n'a envie que Nadal arrête. Ouais. Il va jouer sur un stade Philippe Chatrier qui sera full et voué à sa cause à 100%. Ça sera très très dur pour Zverev. Je pense que de gérer avec ça, Nadal va très bien démarrer à mon avis. Si Nadal prend le premier, je pense que Zverev peut vraiment douter. Maintenant, comme le disait Phil, il a une première balle de service qui est incroyable. Il a énormément amélioré sa deuxième qui était un peu le point faible il y a 3-4 ans. Oui. Il est beaucoup plus solide. On sent que depuis qu'il est revenu de cette fameuse blessure là, il est en train de prendre un petit peu plus d'épaisseur. Ça devient un joueur beaucoup plus mature, beaucoup plus abouti. Ça sera très très dur pour Rafa, mais très dur pour Zverev aussi. Je pense qu'on peut avoir un très beau match. Très difficile aujourd'hui de dire qui va passer, mais voilà. Et pour ce statut de tête de série, maintenant
voilà, je pense qu'aujourd'hui le règlement entre guillemets est comme ça. Quand on n'est pas dans les 32 meilleurs joueurs du monde, on a, comme le disait Phil, la possibilité de jouer une tête de série au premier tour. Ça tombe sur Zverev, voilà, ça va être une très très belle affiche évidemment. Oui. J'aime bien ce que tu dis, Hugo, c'est sûr. Maintenant, quand on voit les 2 derniers matchs de Rafa Nadal, c'est quand même, il gagne à l'arrache contre Zizou Bergs. Oui. Et malheureusement, il se fait plier en 2 contre Urkac à Urkac, j'ai toujours du mal à dire son nom. Oui, à Rome. Je pense que c'est 6-1, 6-3. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très très dur pour lui. Ici, ce qui a toujours été un avantage pour lui risque de devenir un énorme inconvénient, c'est les 5-7. On a tous évidemment envie de le voir avancer, etc. Parce que je pense que tout le monde aime Rafael Nadal par rapport à ce qu'il a apporté au jeu. Je pense malheureusement que face au numéro 3 mondial, qui, comme tu l'as dit, Christelle, arrive plutôt chargé à balle de guerre avec ce titre à Rome, ça va être une sacrée mission, quoi. Ouais. Maintenant, il y a une autre chose, rien à voir avec le tennis, mais qui me dérange un petit peu, c'est que Zverev puisse sans problème s'aligner la semaine prochaine. Il a demandé un report de son audition, puisqu'il est quand même encore sous le coup d'une condamnation. C'est quand même étonnant que l'ATP laisse jouer un joueur. C'est la question quand même qui se pose. C'est la question que tout le monde se pose. C'est marrant parce que Kriet Minen me faisait cette remarque aussi en me disant mais c'est quand même surprenant d'avoir cette condamnation sur le dos et de pouvoir s'afficher comme ça. Comme si de rien n'était. Mais de nouveau, on sait que l'ATP protège ses champions aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il est hors de question qu'on scalpe le tournoi des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Rien que pour ça, moi je vais vraiment mettre une petite bougie à ma fenêtre pour que Nadal crée l'exploit, parce que finalement s'il venait à gagner sur ce premier tour, ça pourrait le mettre solidement en confiance, par contre. Oui, mais c'est 2 semaines. Absolument. Après là, voilà, j'ai pas vraiment après, regardé. ce serait Goffin peut-être. Voilà. Ce serait peut-être David. Exactement. Un deuxième tour contre David ou Giovanni Mpecci, je crois, qui est un très bon joueur là, qui joue encore très bien cette semaine. C'est pas gagné pour pas David. Facile, mais c'est vrai que si Rafa passe, ça peut lui ouvrir un petit peu la voie jusqu'au 3e tour en tout cas. Mais à suivre, ça va être énorme et on a hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Tu disais, pour rebondir, que David, c'est un tour difficile pour lui évidemment, contre Mpecci. Oui, clairement, parce que c'est en France et parce que le gamin, il a tout pour être un fabuleux joueur de tennis. Il a la personnalité, il a le jeu moderne, il a les qualités physiques. Ce gamin-là, il est fantastique, Hugo. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis complètement fan. J'ai l'occasion de le côtoyer un petit peu. De temps en temps, il est entraîné par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Planck, qui a toujours été bienveillant envers moi quand je le croisais. Un entraîneur qui a de l'expérience, qui a toujours pris du temps pour discuter un petit peu avec moi, j'apprécie beaucoup. Que Christelle connaît bien au demeurant, parce qu'il est venu à ton micro. Il est venu dans mon podcast, super chouette. Giovanni a accompagné correctement, il fait son petit bonhomme de chemin, il a un jeu qui est très très atypique, il sert incroyable, il se projette beaucoup vers l'avant. Il vient de rentrer dans les 100, là. Il est en pleine évolution aussi, pas facile du tout pour Dave. Mais bon, encore une fois, à voir si la jeunesse ou l'expérience l'emportera. Mais... On a parlé du match Zverev-Nadal. Ils sont dans la partie de tableau de Novak et Djokovic. J'aimerais bien vous entendre sur Djokovic, le numéro 1 mondial, qui, on peut le dire, est un peu dans le doute en ce moment. Il n'a pas gagné un titre cette année et n'a disputé que 2 tournois sur terre battue. Il a joué à Monte-Carlo, éliminé en demi-finale par Casper Ruud. Il a choisi de faire l'impasse sur Madrid, puis il a été éliminé au 2e tour de Rome par le 32e joueur mondial, Alejandro Tabilo. Il a décidé de pousser une petite pointe jusqu'à Genève pour jouer un petit peu plus de matchs, et il vient d'être sorti cet après-midi par Thomas Mačák. Jamais Novak Djokovic sera arrivé sur un Roland-Garros avec aussi peu de victoires en poche. Il y a quand même eu de meilleurs temps pour Djoko. C'est sûr que là pour Novak c'est vraiment pas le début de saison idéal. Ça lui est jamais arrivé d'arriver à Roland-Garros, je pense, avec aussi peu de victoires dans son sac. Maintenant, ça reste un immense champion. On sait qu'il y a toujours quelque chose de particulier qui se passe pour ces garçons-là, que ce soit Rafa, Roger à l'époque aussi, et Novak en 5-7. Ils sont toujours plus difficiles à prendre à la distance. Ils paniquent pas du tout quand ils perdent un set, même 2. Voilà, je crois qu'ils font vraiment sentir aux autres qu'ils ont besoin d'être consistants et de tenir dans la durée, qu'ils sont prêts à rester 4-5 heures. Ils l'ont déjà fait. Donc c'est sûr qu'il est allé chercher du temps de jeu à Genève. J'ai vu un 3e set, j'ai plus le score en tête, je crois 6-1 ou 6-0, mais ça a été très sec le
le 3e, pas très rassurant à l'aube du Grand Chelem parisien, mais bon, voilà, il va arriver ici, il va pouvoir se préparer un petit peu, taper quelques jours ici à Roland, et ça restera pour moi un candidat au titre. Voilà, incontestablement. Oui, au meilleur des 5-7, c'est quand même toujours une mission presque très compliquée de le battre. Oui, bien sûr. Oui, tout est dit. Il se passe quelque chose quand il commence le tournoi quand même. Tu l'as dit Hugo, hein, mais ces gars-là, ils ont quand même... Et c'est pour ça qu'ils sont, je pense, bien meilleurs que tous les autres. C'est que quand l'événement est important et que les matchs ont une valeur plus importante, ils sont capables d'élever leur niveau de jeu. Et donc quand il va arriver, Djokovic, même, tu l'as dit, il vient sans victoire, il n'a pas encore gagné de tournoi depuis le début de l'année. Il fait probablement son plus mauvais début de saison depuis bien longtemps. Mais quand il va arriver ici, il faudra quand même le respecter et faire attention. Maintenant, il y a un autre élément, il ne faut pas oublier, même s'il est toujours le numéro 1 mondial, il a 37 ans aussi, Novak Djokovic, et il ne faut pas l'oublier, quoi. 37 ans, à un moment donné, Dame Nature peut venir lui frapper sur la tête en lui disant « mon garçon, les jeunes sont là, et tu as déjà fait beaucoup, et tu as donné beaucoup. » Mais on a l'impression que c'est ce qui se passe depuis le début de l'année. Parce que quand on le voit, on voit qu'il ne joue pas bien, quoi. Il rate, il est moins performant, il est moins efficace du fond, il est moins lucide, et donc il y a quelque chose qui se passe. Alors il y a eu son changement d'entraîneur, mais je pense pas qu'un changement d'entraîneur avec son expertise et son expérience et son niveau, je pense pas que ça va influencer énormément. Moi je pense que aussi tout simplement les 37 ans commencent tous à toquer à la porte, et c'est ce qui peut donner un élément d'explication sur son manque de forme, ou en tous les cas son manque de victoire. Parce que la terre battue, c'est la surface où il pourrait encore exceller en Grand Chelem, ou c'est plutôt sur dur qu'il pourrait encore rester encore en arracher un ou deux. Il était bon partout, il a gagné partout, mais Novak Djokovic, il y a une vraie différence avec lui et la nouvelle génération, c'est que Novak Djokovic, il n'a pas vraiment de coup fort, hein. Il retourne très très bien, il est solide des deux côtés, mais c'est pas le gars qui va exploser la balle et faire des points gagnants de partout. Il doit travailler le point, il doit asphyxier l'adversaire, il doit toujours aller tirer les passings, enfin je veux dire ramener une balle de plus. C'est comme ça qu'il joue, Novak Djokovic. Aujourd'hui on voit que le jeu a quand même vraiment évolué vers l'avant. On parlait du futur adversaire de David, notamment les jeunes aujourd'hui, ils frappent très très fort, ils avancent, le cycle des échanges est beaucoup plus court, et pour Novak Djokovic c'est aussi quelque chose qui est plus difficile. Avant ça jouait pas aussi vite que ça, donc quand il commence le point, il doit le travailler, et ce qui fait que c'est physiquement aussi plus contraignant pour lui, à mon sens. Non, bien sûr, tu as tout à fait raison Philippe, et aussi je suis pas... À la fois, c'est sûr qu'on peut s'interpeller sur le fait qu'un garçon comme Novak perde contre Tabilo, contre Matchak, mais ce sont des joueurs de tennis incroyables aussi. Bien et sûr. Comme le disait Phil, maintenant le tennis a énormément évolué. Ces garçons-là, ils servent à 200 pendant 3 heures. Ils ont vraiment envie aujourd'hui. Battre Novak Djokovic, ça représente quelque chose. Comme tous ceux, tu parlais tout à l'heure de Zizou, qui a fait un match super contre Rafa à Rome. J'y étais, c'était absolument incroyable. Zizou, il adore ce genre d'ambiance, de vraiment prendre sa chance, parce qu'aujourd'hui, battre ces garçons-là, ça représente quelque chose. Et ils ont 37 ans, c'est un petit peu plus dur pour eux. On sent que voilà, faire l'effort, c'est plus aussi facile que ça l'était avant. En tout cas, ça semble moins facile. Donc voilà, il va être à surveiller sur ce début de tournoi. Je crois qu'il commence contre Pierre-Hugues Herbert. Oui. Très dur pour Pierre-Hugues, voilà, pour... quelqu'un qui prend une wildcard de se retrouver contre Novak, mais c'est sûr que Pierre-Hugues va aussi pratiquer un tennis agressif, il ne va pas lui laisser beaucoup de temps. On va voir un petit peu Novak comment il va réagir à ce premier test, mais voilà, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un candidat au titre incontestable aussi. Oui. Et puis on a encore Casper Ruud dans ce haut de tableau qui a débuté la saison sur terre en fanfare avec un titre à Barcelone et une finale à Monte-Carlo. Et alors en bas de tableau évidemment il y a Sinner et Alcaraz. Là tous les yeux vont aussi être rivés vers ces deux-là. On ne sait pas du tout donc dans quel état physique ils sont, et puisqu'ils étaient tous les deux blessés dernièrement, Sinner jouera contre Christopher Eubanks au premier tour et Alcaraz jouera un qualifié. Sinner, il a disputé Monte-Carlo avant de se blesser à Madrid et de déclarer forfait avant son quart de finale au tournoi de Rome. Donc où en est-il? Moi, je l'ai vu s'entraîner jeudi matin sur le cours Philippe Chatrier, mais le doute plane apparemment sur sa participation ou pas. En
en tout cas jusqu'à hier. Même chose pour Alcaraz, il a renoncé à Barcelone, à Monte-Carlo, il n'a joué que le tournoi de Madrid où il perd en quart de finale, il n'a pas joué à Rome parce qu'il a ressenti une douleur à l'avant-bras après le tournoi de Madrid. C'est le gros point d'interrogation autour de ces deux jeunes-là. Ou alors il s'épargne peut-être pour Roland. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Je pense que toute la préparation que ces garçons-là, qui sont d'immenses champions, qui ont des staffs très très compétents, des gens d'expérience autour d'eux, toute la préparation est tournée vers un seul et unique but, c'est d'arriver et d'être capable de performer à Roland-Garros. Donc malgré le fait qu'ils aient eu des petits pépins physiques, des petites interrogations, Alcaraz, Sinner, voilà, même Daniil, je crois qu'il y a eu 2-3 trucs aussi. Oui. Je pense que s'ils sont là, ils seront prêts à jouer le premier tour, il faudra compter sur eux. Maintenant, Philippe le disait tout à l'heure, ça dure 2 semaines, c'est des garçons, Sinner, Alcaraz, Medvedev, qui veulent aller au bout. S'ils sont là, c'est pour gagner le tournoi. Un Roland, c'est très très long. À voir comment ça va répondre sur la durée aussi. Mais voilà, on est sur des profils, voilà, Sinner qui fait un début de saison magnifique, qui joue très très bien, peut-être aussi le favori, je sais pas, il pratique un tennis qui est fabuleux. Si son corps répond présent, je pense que il faudra mettre un billet sur lui. Et c'est lequel des deux qui est le meilleur sur terre selon toi, Phil ? Probablement Alcaraz, probablement quoique. Moi, ce qui m'interpelle un peu, enfin la réflexion que je me suis faite, c'est, et j'ai pas été voir, mais c'est peut-être un travail que j'aurais dû faire. Est-ce que les Murray, Djokovic, Federer, Nadal de l'époque étaient blessés parce qu'ils sont très jeunes, hein, et Alcaraz, quand on voit le nombre de fois où il s'est retrouvé déjà à l'infirmerie, c'est quand même, je trouve, vraiment inquiétant. Oui. Pour un début de carrière, pour un garçon qui a 21 ans. Oui. Je trouve qu'il est beaucoup blessé. Alors, quelle est la nature de la blessure de Sinner ? Rappelle-moi la nature de sa blessure. Sinner, c'est un problème à la hanche. Oui. Donc je trouve que c'est pour Alcaraz, c'est vraiment inquiétant de le voir blessé aussi souvent. Sinner, après ce début de saison qui a été fabuleux, le voilà blessé aussi. Alors je parlais tout à l'heure de l'évolution du jeu, c'est pas anormal quand on voit d'abord la fréquence des matchs qu'il joue, le nombre de compétitions qu'ils doivent jouer par an, et puis la violence aussi de ce sport. Il faut s'en rendre compte de ce sport qui est terriblement contraignant physiquement. Donc je me demande si là il n'y a quand même pas quelque chose à faire aussi au niveau de l'ATP pour un tout petit peu quand même prendre conscience de ça et d'épargner un peu physiquement ces joueurs qui ont besoin de récupération et qui ne peuvent jamais récupérer parce qu'il y a l'obligation de jouer les tournois quand on est top 50 et parce qu'il y a énormément de pression financière aussi, mais je pense que c'est au détriment de la santé physique des athlètes et il faut faire attention. Et hier justement j'ai rencontré un médecin sur le circuit et ici à Roland-Garros avec qui j'ai enregistré un podcast que je vais vous poster durant la première semaine de Roland. C'était super intéressant, justement lui parlait de ça, de ce que tu viens d'évoquer, de la lourdeur du calendrier, du changement de balle, etc. Voilà. Je vous posterai ça sur les réseaux sociaux. Il y en a un que l'on n'a pas cité dans les potentiels favoris, c'est Stefanos Tsitsipas, qui est quand même un excellent joueur de terre, finaliste à Monte-Carlo. Il a déjà été en finale ici à Roland-Garros en 2021. Il avait mené 2-7-0 contre Novak Djokovic. À Rome, il a perdu contre Nicolas Jarry en demi-finale. Il va jouer contre Marton Fucsovics au premier tour. Ça aussi, c'est un gros challenge pour un premier tour. Voilà, quelles sont les chances pour vous que Stefanos Tsitsipas brille ici ? Réel comme pour les autres, et c'est ce qui rend, tu avais commencé avec ça Christelle, et c'est ce qui va rendre ce Roland Garros vraiment très très excitant cette année, très palpitant. Il fait partie avec Medvedev, avec Sinner, tu l'as dit, avec peut-être avec Zverev aussi. Il a les compétences, il joue extrêmement bien sur terre. Je trouve que c'est d'ailleurs, j'ai l'impression, moi, une de ses meilleures surfaces, parce qu'avec son verre à une main, il arrive vraiment à chaque fois à bien utiliser le slice, à varier les hauteurs. Il est très très intelligent, il joue très justement. Il a l'expérience de cette finale perdue. Chaque année, il progresse quand même mentalement. Il est potentiellement aussi un favori, j'en suis convaincu. Et en plus, il est de retour avec Paula Badoza. pour le rayon people. Ah, j'étais pas au courant, ça. T'as pas vu sur les réseaux ? J'avais Paula Badoza. Ah, il s'était fini ? Ah bah oui. Philippe, t'es vraiment à la bourre. Tsitsidoza.
Oui. Tu suis pas? Non, je suis. Oh là là, Hugo, c'est explique-lui vrai. un peu. Oui, non, mais c'est vrai que ça, on en a vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps, tous les deux qui s'affichent énormément. On avait le sentiment aussi un petit peu que depuis que, c'est un peu dur de dire ça, mais qu'il avait retrouvé son célibat, ça allait mieux dans son tennis aussi. Maintenant, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il a fait un super tournoi à Monaco, où on a vraiment vu un Tsitsipas, comme le disait Phil, très très à l'aise sur terre. Il est candidat au titre aussi, mais il aura des beaux tests sur la route. C'est pas compatible l'amour et le sport de haut niveau, c'est ça que tu veux dire? Toi et moi, on y arrive quand même plutôt bien, mais voilà, maintenant c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention, les gens doivent être vigilants. Non, je plaisante évidemment à partir du moment où... Et entre Zverev et Tsitsipas, pour vous, qui est le plus brillant sur terre? C'est une bonne question, ça. Moi, je trouve que Zverev, il a des qualités de défenseur qui sont... Je trouve qu'il y a des moments où il défend un peu trop. Zverev, il est vraiment loin derrière. J'ai l'impression qu'il pourrait faire bien plus. Mais c'est sa façon de jouer. Il attend, il contre. Et puis à un moment donné, ils ont deux jeux différents, en fait. Tsitsipas, il prend la balle plus tôt, il varie plus. Tu vois que Tsitsipas, il décide du point tout le temps. C'est comme ça que je peux le définir le mieux, je pense. Tsitsipas, il décide. Et Zverev, il attend. Mais les deux sont efficaces. Ouais. C'est deux styles différents. Et les deux sont très très bons. Okay. Le sentiment que Zverev, c'est un poil mieux. On aura peut-être un petit peu plus de points gratuits sur son service que Tsitsipas, mais oui, Phil, tu as tout à fait raison. Du fond du court, un petit peu plus entreprenant. Tsitsipas, Zverev, dans une filière un petit peu plus longue, mais toujours très très solide, toujours dur à aller chercher. C'est difficile de dire lequel des deux aura le plus de chance. Tsitsipas va avoir rendez-vous, je crois, j'ai vu avec Humbert peut-être au 3e tour. Ensuite, Rublev, ça va pas être facile pour lui. Pour aller gagner le tournoi, il aura vraiment du pain sur la planche, donc on va suivre ça aussi de près. Et Rublev, il se trouve aussi... oui, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas. Récemment, il a quand même gagné le Masters 1000 de Madrid. Oui, évidemment. Par contre, cette statistique, comme Daniil Medvedev, il n'a jamais été plus loin que les quarts de finale à Roland-Garros. Je pense que les conditions de jeu vont influencer beaucoup aussi sa performance. L'humidité, le froid, un jeu un peu plus lent ne vont pas favoriser ses qualités. S'il fait très chaud, que ça gicle, il aura plus de chances d'aller loin. Alors vous l'aurez remarqué, le stade Suzanne Lenglen est en train de faire ses tests pour la journée de spéciale famille demain avec Yannick Noah. Donc vous nous excuserez depuis le début de ce podcast, vous êtes au cœur de l'ambiance qu'il règne ici à Roland-Garros. Et puis alors ici, juste devant nous, je vous ai quand même pas planté le décor, on a Sander Gillet avec Maxime Brackmann qui sont en train de taper un petit peu la balle sur le court numéro 8. Donc c'est sympa, c'est ça les bruits de balle que vous entendez. C'est Sander qui est aussi en forme, en double. On espère aussi de voir Yoran et Sander performer parce qu'après ce titre à Monte-Carlo, ce serait vraiment chouette qu'ils puissent briller et surtout ils ont une finale à défendre ici à Roland-Garros. Victoire à Monte-Carlo qui est passée complètement, je trouve, dans l'ombre. C'était une performance fabuleuse pour cette équipe de double et on n'en a pratiquement pas parlé. Heureusement que Jeu 7 et Podcast est là quand même pour faire le travail. Et Sander me disait qu'en salle de presse, après le titre, il avait pratiquement 0 journaliste pour lui parler à Monte-Carlo. Et on parle de toi, Sander. Et donc voilà, il disait qu'il n'y avait pas d'interview d'après trophée. Donc je trouvais ça quand même un peu étonnant. Alors on va passer au tableau féminin puisque vous êtes tous les deux aujourd'hui coach sur les circuits WTA, vous pourrez en parler mieux que personne. Mais qui d'autre comme favorite qu'Iga Swiatek? Elle a déjà gagné 3 fois à Paris, elle est en forme, elle a réalisé le doublé Madrid-Rome, ce que personne n'avait réussi à faire depuis Serena Williams en 2013. Elle a gagné à Madrid dans des conditions un peu plus rapides, en altitude, mais en finale elle avait été malmenée. Elle avait dû écarter 3 balles de match contre Aryna Sabalenka. Donc là, mentalement, ça a été une victoire importante en prélude à Roland-Garros. Je pense qu'il y a 2-3 filles qui peuvent l'inquiéter, clairement. Alors, Rybakina, uniquement si elle bat Krietminen. Parce que ça, il faut d'abord qu'elle passe le premier tour. Ça va pas être facile parce qu'avec quelqu'un comme toi au bord du cours... Ça va être un vrai challenge pour Rybakina. On va imaginer qu'elle fasse le travail. Elle est clairement favorite, bien sûr. Sabalenka, c'est certain. Moi, je voudrais mettre une petite pièce sur Coco Gauff. Et moi, j'aimerais ajouter que après le podcast que j'ai enregistré mardi matin en compagnie de Wim Fissette, Qin Wenzen était pour lui une des 5 meilleures joueuses sur terre battue du moment.
Oui, effectivement, King Wang est une très 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 bonne joueuse, toujours très très dangereuse. Elle a joué une finale il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, c'était en Australie. Oui, peut-être, voilà. Elle a montré qu'elle avait un niveau de jeu qui était incroyable, qui était très proche de celui des toutes meilleures. On a oublié aussi Collins. Oui, voilà, c'est ça, j'en avais une en tête. Merci, voilà, Hugo. Collins, qui depuis qu'elle a dit, qui a annoncé qu'elle arrêtait de jouer, elle est imbattable. C'était le quatrième nom que je cherchais. Collins sur une terre avec, tu vois, un peu où il fait un peu bon et tout. Elle frappe tellement fort, bien sûr. Pourquoi pas. Elle a un jeu qui est incroyable. Elle a joué contre Clara à Strasbourg. Hier soir, voilà, donc on arrive de Strasbourg. J'ai eu l'occasion de passer donc 1 heure au bord du court et de regarder ça. C'était vraiment très dur pour nous. Elle frappe très très bien la balle. Elle a gagné énormément de matchs ces derniers temps, notamment sur terre. Elle est capable d'aller chercher une Sabalenka dans un bon jour, une Rybakina aussi. Elle va être à surveiller. Elle a un ratio victoire-défaite ces derniers temps qui est complètement hallucinant. Elle a perdu, je crois, que contre Sabalenka les 2 derniers tournois. Oui. Elle a gagné Miami et Charleston. Charleston sur terre, pour rappel. Charleston sur terre, premier tournoi, sans trop de préparation puisqu'elle arrivait de Miami, qu'elle venait de gagner. Donc elle va être aussi à surveiller. Mais après, elle fait finale à Rome, demi à Rome, pardon. Elle perd contre Sabalenka et elle est toujours à Strasbourg. Ouais, j'ai regardé le match contre Azarenka à Rome et j'ai trouvé, elle m'avait vraiment impressionné ce jour-là parce qu'Azarenka c'est jamais quelqu'un qui est facile à jouer, elle est toujours très présente dans le volume, dans la durée, dans le combat et elle avait pas trop de solutions quoi. Collins frappait vraiment très très fort, même quand Azarenka arrivait à la bloquer un petit peu, elle trouvait toujours une parade. Elle m'impressionne en ce moment, elle est vraiment, pour moi en ce moment c'est la 3e meilleure joueuse derrière Sabalenka et Iga Swiatek. Et là c'est 7-6, 5-2 à l'heure où je vous parle, donc elle est en route vers la finale. Ah oui. Ouais. Et elle jouera au premier tour contre Caroline Doloïd, l'américaine, une compatriote. Qui n'est pas une grande experte de la terre battue. Non, elle a un bon kick, mais bon, après, ça c'est un peu fragile. Ça paraît compliqué sur terre, effectivement. Danielle Collins qui pourrait retrouver Iga Swiatek dès les quarts de finale. Et pour revenir sur Rybakina, elle mène 4-2 dans ses confrontations avec Iga Swiatek. Et elle l'a battue déjà 2 fois sur terre battue, en demi-finale à Stuttgart cette année et en 2023. Elles avaient fait un match très serré en quart de finale à Rome. Pour finir, Swiatek avait dû abandonner à 2-2 dans le 3e, mais les 2 joueuses étaient au coude à coude. Donc Rybakina est sans doute celle qui peut embêter le plus Swiatek sur terre battue ici à Paris. Absolument. Iga Swiatek, elle débutera son tournoi contre une qualifiée. Sachez que si elle gagne, elle égalera qui? Alors Hugo, tu peux encore passer ton tour, mais Phil... Justine Henin. Bon, elle égalera Justine avec 4 trophées. Ça l'aurait quand même foutu mal que ce soit un Français qui réponde à cette question. Non avec 4 Suzanne Lenglen dans son armoire. Côté français, est-ce que tu peux un peu nous dire qui pourrait briller le plus dans ce tableau féminin? On a toujours, j'espère Clara Burel qui va nous faire un beau Roland-Garros. Non, évidemment, toujours Caroline Garcia. On espère toujours qu'elle fera un super tournoi. Ça paraît... J'adore Caroline Garcia. J'adore son jeu. C'est une super joueuse, elle est très très agressive. Comme le disait Philippe, les conditions ici, suivant la météo qu'il y a, jouent beaucoup sur la terre battue. C'est a tendance à être toujours un petit peu rapide ici à Roland-Garros. Je crois que Caro, elle adore ça. Elle est capable de très très bien jouer ici sur les terres de Roland. Elle va être à surveiller. Voilà, c'est la Française favorite. J'espère Clara qui commencera contre Kalinskaya. J'espère qu'elle pourra nous faire un très beau Roland-Garros aussi, évidemment. Elle a un gros premier tour. Ouais, c'est un bon premier tour, c'est une bonne joueuse. C'est une surface, je pense, où elle est un petit peu moins à l'aise. Elle a perdu contre une joueuse, je crois, à Madrid, au-delà des 100, je crois, Sarah Bailey, qui doit être derrière les 100. On voit qu'il y a un vrai truc à faire. Il y a un vrai truc à faire. Ça reste un premier tour de Grand Chelem contre une joueuse qui est 25e mondiale. Ça sera pas facile, mais ça sera sûrement sur un terrain sympa. Ici, une belle ambiance. J'ai hâte. Ça fait combien de temps que tu l'entraînes? Alors c'est très récent, on a commencé à Madrid, donc il y a un petit peu plus d'1 mois. C'est vraiment une chouette fille, comme vous dites en Belgique. Un petit peu moins en France, mais j'aime bien le dire quand même. Voilà, j'ai gardé cette petite patte belge. Non, mais, et puis elle avait fait un bon tournoi en Australie aussi. Elle a fait un très très bon tournoi en Australie en battant Pegula. Après elle perdait contre Dodin au 3e tour, je crois. Mais voilà, elle montre ces derniers temps qu'elle est capable de battre de très très bonnes joueuses de tennis. La semaine dernière encore en battant Svitolina à Strasbourg, en faisant un super match. Et Pliskova au premier tour aussi, qui est une ancienne numéro 1 mondiale. C'est jamais facile à aborder. Donc très content du niveau de jeu en ce moment. Et d'avoir eu ces matchs avant d'arriver à Roland, c'est super. Donc lundi,
premier test contre Kalinskaya. Ouais. Bon, et on a parlé des Français. Est-ce que tu t'imagines, Phil, avant les Belges ? Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Courtoisie. Là, non, ouais, peut-être. Voilà, l'invité, c'est gentil, mais ça me fait plaisir. En tout cas, si vous pouviez garder cette tradition, n'hésitez surtout pas. Parce qu'on a Alison Van Uytvanck qui est de retour et qui est versée dans le haut du tableau pour son 9e Roland-Garros. Elle jouera contre une joueuse qualifiée. Alison, qui suite à des gros problèmes de dos, avait mis sa carrière en pause en 2023. Elle bénéficie donc d'un classement protégé à Roland-Garros. Elle est retombée à la 398e place mondiale alors qu'elle avait été 37e en 2018 et depuis octobre, après 8 mois sans compétition, elle essaye de revenir. Elle joue les tournois ITF. Elle a dû refaire une pause au mois de novembre-décembre parce qu'elle avait de nouveau de grosses douleurs. Elle jouera contre Tamara Zidanšek, 131e mondiale, et qui a déjà 3 matchs dans les jambes puisqu'elle vient de s'extraire des qualifications. On a aussi Elise Mertens qui est dans ce bas de tableau. Comme Grete, on va y venir. Elise, elle jouera contre Maria Lourdes-Carl. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette joueuse ? On a eu la même réaction, Hugo et moi. Attention à cette Argentine. Oui, qui joue très très bien sur terre, qui a pas mal joué à Rome, enfin qui s'est qualifié, qui a fait qualifier 3e tour, je pense, à Madrid, pardon. Elle est moins bien classée qu'Elise, elle doit être plus ou moins à la 80e place mondiale, mais c'est une vraie spécialiste de terre battue, quoi. Et elle va Elle est toujours très très dure à jouer, ouais. Carlet. Je l'ai côtoyée beaucoup puisqu'elle avait à peu près le même classement que les 2 dernières joueuses que j'ai entraînées dernièrement. Elle a joué contre une Roumaine que j'entraînais en début d'année dernière en septembre. C'est vraiment ce qu'elle m'avait fait ressentir. C'est vraiment qu'elle était prête à y rester sur le terrain s'il fallait. Spécialiste de terre, jamais facile de jouer contre elle. Ça sera pas facile pour Elise de commencer contre Carlet. À voir. Maintenant, Elise reste favorite, plus d'expérience, un niveau au-dessus. Mais attention, comme l'a dit Phil, elle a très très bien joué à Madrid. De mémoire, je crois qu'elle a dû mettre 2-2 à Raducanu. Correct. Qui arrivait de Fed Cup, certes, mais ça reste un très très bon résultat, assez significatif, qui prouve qu'elle a passé un cap ces derniers temps. Elle est rentrée dans les 100, elle s'affirme. C'est pas facile pour Elise, il faut faire attention. Elise qui doit défendre un 4e tour quand même ici, qui n'a pas joué la semaine dernière, qui est un peu blessée, donc elle a un peu la pression de ses points. Elle est pas en grande forme, elle n'a pas non plus enchaîné les victoires, donc et on connaît Elise, on sait que quand elle n'a pas cette confiance qui l'habite, elle peut être fragile, surtout côté coup droit, et c'est sûr que Carlet, elle va lui rentrer dedans, elle va pas lui rentrer dedans, mais elle va pilonner son coup droit, elle est capable de la faire gicler, et ça peut être un match piège pour Elise Mertens. Espérons pas, mais il faut faire attention. Et elle pourrait au prochain tour jouer soit Petra Martic ou Kristina Mladenovic. Un 2e tour qui semble moins difficile que le premier quand même, puisqu'on a 2 filles qui sont quand même Martic qui n'est pas une spécialiste de la terre, qui n'est pas en grande confiance, qui n'a pas gagné beaucoup de matchs, et Mladenovic qui est wildcard, qui est 250 à la WTA. Donc il faudra gagner le premier pour s'offrir une chance d'aller au 3e tour. Et puis bien évidemment il y a ce tirage maudit un petit peu de Grete face à Elena Rybakina. Comment vous avez accusé le coup? Comment vous vous préparez? C'est pas maudit, c'est pas. Je lui dis, moi, c'est en rigolant, je dis, c'est pas un mauvais tirage. Elle aurait pu prendre Iga Swiatek ou Sabalenka, donc il y avait pire. Plus sérieusement, les premières secondes, tu accuses toujours un peu le coup, tu dis waouh. Il y a 2 options. En fait, il y a 2. Soit tu te dis, je vais aller à Roland et je veux jouer un super grand joueur sur un très grand terrain et faire un match de gala. Mais ça, honnêtement, quand tu es 80 au monde, que tu as gagné peu de matchs depuis le début de l'année, que tu manques de confiance, le match de gala, tu préfères le mettre en 2e semaine et te retrouver sur le 17 à jouer une fille moins forte et à sortir les rames, mais à gagner 7-5 au 3e devant 50 personnes, plutôt que aller faire le beau sur le Langlaine et prendre 2-2. Alors j'espère pas que c'est ça qui arrivera, mais c'est sûr qu'elle part pas du tout favori. Personne ne la voit gagner. Mais on joue le jeu, ça reste un match de tennis, ça reste du tennis féminin. Tout à l'heure, j'ai regardé le match avec elle quand Putintseva joue Rybakina à Madrid, et Putintseva, elle mène 5-2 au 3e, elle a balle de match, et sur la balle de match, c'est un miracle
qu'elle ne s'en sort pas. Elle fait une amortie, Rybakina arrive en bout de course, elle fait boilette, bref. Putintseva a fait ressortir les défauts de Rybakina. Après, bien évidemment, Minen n'est pas Putintseva, elles n'ont pas du tout le même jeu, mais il y a des choses à faire tactiquement. Et puis après, c'est ce que je lui disais aussi, si tu veux progresser, tu dois jouer les meilleurs, et que là, il y en a une qui se présente devant toi, tu veux prendre ton sac et t'enfuir, ou tu préfères la regarder dans les yeux et aller l'affronter. Il faut profiter de ça aussi. Il y aura plein de choses à gagner de ce match-là. Est-ce que c'est une victoire? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, en termes d'expérience, et aussi par rapport à elle, se prouver qu'elle est capable d'être compétitive contre les meilleures joueuses du monde. Ça, c'est encore un beau cadeau que le tournoi lui fait. Aujourd'hui, pour moi, elle ne doit pas battre Rybakina. Je veux dire, c'est pas l'objectif. Il faut qu'elle confirme contre des filles moins fortes, qu'elle augmente son niveau moyen pour être plus performante contre des filles qui sont 50, 60, 70. Voilà, ce sera peut-être la semaine prochaine, mais il y a ce tour-là, on va le prendre à 100% et on va, comme je lui disais tout à l'heure, embrasser le moment. Parce qu'il faudra vraiment être là et profiter. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je trouve que Philippe a super bien parlé. Voilà, il a tout dit. C'était vraiment intéressant. Philippe, il parle toujours très bien. Non, c'est pas vrai. Moi, je bois ses paroles. Et t'as bien raison. Je fais plein de fautes de français, on me le dit à chaque fois. Alors, ils sont en train d'arroser les terrains. Oui. C'est quoi ton avis, Hugo, par rapport à ça? On arrose les terrains, le club se ferme, je pense qu'il faut y aller. Rybakina Minen, tu en penses quoi, Hugo? Effectivement, c'est sûr que quand on arrive en Grand Chelem et qu'on voit le tableau, on redoute toujours un petit peu quand on est dans ces eaux-là au classement. Je l'ai vécu avec les deux joueuses précédentes que j'entraînais, même aujourd'hui Clara qui n'est pas tête de série, même si elle est 43e, elle a un classement un petit peu plus haut, mais ça reste la même chose. On espère ne pas les jouer. Maintenant, si l'occasion se présente, comme il l'a dit, c'est une occasion d'embrasser le moment, et je crois qu'ils ont un vrai travail à faire. J'ai pas de conseils à leur donner, mais un vrai travail à faire entre maintenant et le moment où elle mettra le premier pied sur le court, d'être convaincue qu'elle peut rentrer sur ce terrain, ça sera sûrement un beau court, pour faire quelque chose. Putintseva a vraiment embêté Rybakina derrière. Ça reste un match de tennis. On sait que c'est un sport qui est quand même très très ouvert, où il y a énormément de surprises, il y a énormément de scénarios. Toutes les semaines, on en voit des joueuses supposées gagner qui se font piéger. Donc j'espère sincèrement que Grete sera l'une d'entre elles cette semaine. C'est une fille que j'adore. C'est un petit peu plus dur sur terre battue. C'est un secret pour personne. Espérons qu'elle se fasse un super match, qu'elle profite de l'instant à 100%. Bon, mais il me reste à vous souhaiter à tous les deux un excellent tournoi. J'espère que je serai là pour le suivre en même temps que vous. C'est encore le suspense, le point d'interrogation, mais j'espère de tout cœur que je pourrai venir suivre ça. On espère aussi, Christelle. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci infiniment, Hugo. Et puis, eh bien, on se tient au courant pour tes futures performances avec ta joueuse Clara Burel. Je ne manquerai pas de regarder ça de près. C'est gentil, merci beaucoup, à très bientôt.